Et un triplex ou quadruplex, c'est 10% de mise de fonds. 10%? Oui. Donc ce n'est pas tout qui est 20. Si tu vas habiter, je mets juste ce petit bémol, si tu vas habiter, c'est 5% ou 10% le minimum. Tu peux mettre plus si tu veux. Si tu ne vas pas habiter, c'est là où ça tombe à 20%. OK. Mais j'ai des personnes que j'ai financées, des duplex, des triplex. Oui, même s'ils n'ont pas habité. Même. Ils n'ont pas habité, mais... En fait, ils avaient l'intention d'habiter qu'on a acheté. Oui. Après, il s'est passé des choses et ils n'ont pas habité. Ils n'ont pas habité, mais ils sont restés à 5%. Ils ont acheté à 5%. En tout cas, vous avez compris. C'est pas tout qu'on dit là. Mais vous avez compris qu'on achète à 5%, mais après, vous pouvez comme aller faire louer et puis, c'est vraiment une très belle... C'est pas moi qui ai dit que vous pouvez aller faire louer. Vous avez compris. En tout cas, si tu es une personne intelligente, une personne qui comprend, tu comprendras le sens de ce que Christelle est en train de dire. C'est vraiment une belle information. J'espère que vous apprenez bien. Si c'est le cas, mettez un mot pour Christelle dans les commentaires avant qu'on continue. OK? Allez-y. OK. Et donc, après avoir fait ce premier investissement pour un immeuble à revenu, tu peux aller chercher après une maison. Ouais. Ou tu peux même faire un deuxième, un troisième avant d'acheter ta maison. Parce qu'il faut comprendre comment les ratios d'endettement fonctionnent. Et c'est plus facile d'aller chercher un duplex, triplex, quadruplex, et après chercher une maison plutôt que l'inverse. L'inverse sera un peu plus difficile. Sera un peu plus difficile. Donc ça veut dire que l'idéal, selon ton expérience, c'est de commencer par un duplex, un quadruplex et autres, avant maintenant d'aller chercher sa maison principale. Exactement. Et on fait ça, on continue. Et quand on commence à être un peu serré dans les ratios d'endettement, parce que ça, c'est un impact, un gros impact même, vous pouvez basculer certains immeubles dans une entreprise pour libérer vos ratios d'endettement. Ah ouais, pour séparer. Oui, vous pouvez passer au commercial, vous achetez des multi-logements de 5 logements et plus. Et là, c'est une autre façon de vous qualifier. Wow. OK. Belle information. Merci Christelle pour cette rubrique. C'est vrai qu'on va revenir sur l'immobilier, mais je voulais qu'on parle d'un aspect financier au niveau de la gestion des finances. Ici, on va parler juste une petite rubrique sur les cartes de crédit. Voilà. Parce que on a remarqué qu'il y a plusieurs personnes, on va pas dire immigrants ou non immigrants, vraiment tout le monde. À un moment donné, lorsqu'on leur donne les cartes de crédit, dépendamment des banques, ils se retrouvent en train d'être très endettés. OK? Bon, maintenant, quel est le conseil selon toi que tu peux donner à une personne aujourd'hui qui a une carte de crédit? Comment faire pour éviter les endettements de consommation? Ouais. Je pense que la première chose, c'est le mindset. On va beaucoup parler de mindset. OK. Le mindset. Okay. Parce que si on n'a pas travaillé son mindset, si on n'a pas appris la satisfaction différée, donc exemple, vous savez que vous pouvez être satisfait maintenant, aujourd'hui. La gratification, c'est ça que je voulais. La gratification différée. Si vous n'êtes pas en mesure de savoir que je peux m'acheter ce truc à 10 000 $, j'ai les moyens, j'ai la carte de crédit pour, mais je ne le fais pas simplement parce que je n'ai pas encore l'argent. La carte de crédit, c'est pas de l'argent. La carte de crédit, c'est un plastique qui sert à nous endetter. et amène à vous endetter. À nous endetter. Et après, bon, il y a des bonnes façons d'utiliser les cartes de crédit, mais il y a des mauvaises façons. Les mauvaises façons, c'est justement ça. Céder à la gratification immédiate. Je veux ça tout de suite et maintenant, parce que ce que les gens doivent comprendre. Et ça, c'est un message sur lequel je martèle beaucoup. Tout le monde peut aspirer à l'enrichissement. Tout le monde peut être riche, bien riche. Selon ce que vous concevez de la richesse, ça peut être que, oh, j'ai 100 000 $ l'année, je suis riche. Ça peut être, j'ai 1 million, je suis riche, mais tout le monde peut atteindre ce qu'il conçoit comme richesse. Tout ce que ton esprit peut imaginer, tu peux le faire. Maintenant, le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on veut vivre cette vie-là qu'on imagine et qu'on peut atteindre en passant maintenant. Alors et non pas plus tard. Exactement. Mais cette vie-là, tu vas la vivre d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Tu vas la vivre. Travaille, mais diffère juste ce besoin, en fait, c'est même pas un besoin, ce désir-là que tu as de pouvoir acheter X, Y, Z. Et c'est comme ça que tu vas faire pour atteindre tes objectifs. Parce que beaucoup de dettes nuisent, clairement. Au niveau même des prêts immobiliers. Ça nuit En arrivant, je parlais avec une oui, raconte-nous. Oui. Et hier, j'ai fait son analyse. Et elle allait à la banque en passant. La banque, ça il faut que j'en parle. La banque ouvre le dossier. Et ils disent,
bon, madame, vous pouvez pas acheter. Elle dit, mais pourquoi? Trop de cartes de crédit. Elle dit, ok, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir acheter? Le gars n'a même pas voulu lui donner des conseils personnalisés pour dire, oh, réduis telle carte. Il a seulement dit, revenez plus tard. Parce elle avait sûrement beaucoup de cartes. Oui, mais bon, je pense quand même qu'il aurait pu donner des conseils. Parce que moi, quand on vient me voir, même si tu n'es pas prêt aujourd'hui, je te donne des conseils pour dans 6 mois. Pour te préparer. Il n'a même rien voulu faire. Tant mieux qu'il a fait ça parce qu'elle est venue vers moi après. Exactement. Et donc, hier, j'ai pu extraire le bureau de crédit, son mari et elle, et je leur envoie ça. Elle était à combien? Elle était à combien? Le taux? Le taux d'intérêt. Non, j'ai dit le taux du score de crédit. Ah, le score de crédit était correct, quoique quand même un peu bas. Bon, vous savez, c'est à partir de 700 que c'est bon. 750, c'est encore mieux. Elle était quand même juste en bas de 700. Ok. Mais c'est plutôt les dettes. Ils avaient beaucoup de dettes. Et les dettes de quoi? Exactement. Carte de crédit. Ah. Prêt auto, carte de crédit. La totale. Prêt étudiant, prêt auto, carte de crédit. Tout ça. Oh. Et le truc, c'est que elle, en particulier, elle n'est pas elle ne consomme pas beaucoup, mais c'est son mari. Son mari. Ah, mais, et il y a une chose, en fait, c'est que parfois, le couple, il y a certains couples pour évoluer ensemble, c'est difficile. Parfois, il y a une personne qui est bien, mais l'autre vient tout détruire. Exactement. Il y a une personne qui a de meilleures habitudes, on va dire, de consommation. C'est ça. Que l'autre. Et donc, au moins, ça les a permis de se confronter. Elle n'était pas au courant. En fait, tout à l'heure, elle me disait que, dès que j'ai vu ça, je lui ai seulement montré et après, bon. Oui, ils vont s'arranger là-bas. La soirée était finie. Ils vont s'arranger là-bas, mais c'est bien pas parce qu'au moins l'abcès a été percé. Oui, elle sait que maintenant ils vont en parler. Et vu qu'ils sont d'un projet immobilier, souvent c'est ce genre de gros projet qui permet de débloquer certaines situations et de changer les habitudes. Juste te dire, mon mari et moi, lorsque on a acheté notre première maison en 2014, bien avant de le connaître, il était aussi un peu lui dépensier, c'est ça. Tu m'excuseras, mais c'est mon mari, mais j'étais un peu dépensier. Non, mais ça arrive, il y a des hommes comme ça. Mais, devine quoi, lorsqu'on a eu le projet de mariage, il a épargné, déjà il a arrêté complètement les mauvaises habitudes, et il a épargné pour l'achat de notre maison en quelques mois. Quelqu'un qui avait des dettes sur sa carte de crédit. Je pense qu'il épargnait plus de $30,000 en moins d'un an. Tu vois. En moins d'un an. Tout ça, c'est le sacrifice. Net. En moins d'un an. Juste pour te dire, il s'est sacrifié, il a signé, il a dit, ok, ça, je barre. Donc, en fait, parfois, c'est juste une question de déclic, une question de communication, une question de c'est quoi qui sous-tend tout ça. Et c'est pour ça que je parlais de mindset. Quand tu travailles sur ta façon de penser, quand tu as des projets, quand tu as un vrai why, pourquoi je fais ce que je fais, tu es capable de mieux gérer tout ce qui est dépenses. Tu es capable de te sacrifier, un mot que beaucoup de gens n'aiment pas. Tu es capable de te sacrifier aujourd'hui en sachant que tu vas en tirer de gros bénéfices plus tard. Waouh, Christelle. Ça arrive beaucoup dans les couples, mais il faut pas que ce soit un sujet de honte. C'est ça. Ça peut aussi être, et maintenant, j'ai aussi traversé une période où c'était moi la dépensière dans le couple. Oui, il y a des périodes. Chacun ses périodes. Chacun ses périodes. Exactement par rapport à ce que tu dis, ce que je retiens de ça, c'est que pour avoir une bonne utilisation de sa carte de crédit, il faut avoir un bon projet devant. Il faut avoir une vision. Oui. Il faut, en fait, tu sais, c'est nous qui choisissons où va notre argent. On commande notre argent. On donne la direction à notre argent. Et quand tu commences à t'endetter, en fait, c'est même pas ton argent. Donc, c'est cet argent-là qui vient prendre le contrôle sur ta vie et sur tes finances. Wow. C'est pas ton argent. Et ça vient être comme une sorte d'hôtel qui te domine dans ta vie. Exactement. Il faut vraiment fuir surtout les mauvaises dettes. Pour moi, la seule dette que je considère, bon, peut-être vous allez dire c'est un parti pris, mais la seule dette que je considère intéressante, c'est le prêt hypothécaire. Et je prêche par moi-même, je n'ai aucune autre dette que mes prêts hypothécaires. Donc, ça veut dire que même le prêt auto, c'est pas bon. Il faut payer cash alors. Prends l'auto que tu peux payer cash, c'est ça. C'est l'idéal. Prends l'auto que tu peux payer cash. Mais qu'est-ce que tu penses donc de ceux-là qui prennent les prêts auto de $30,000, $20,000? Mais après, ça se voit justement dans les dossiers de crédit. Après, on fait le prêt, on monte le dossier et on voit que, regarde, tu peux acheter, mais pour un peu moins parce que voilà, le prêt auto de $600 par mois qui vient baisser un peu, ou un prêt auto, j'ai déjà vu des prêts auto de $1,200 par mois. Le mois, c'est beaucoup. C'est une maison. Non, mais ne faites plus cette erreur-là. C'est très grave. Moi, j'ai pris mon auto. C'est pas l'auto, c'est pas la dernière auto de l'année. Oui. Mais elle est correcte. Et en plus, je la trouve belle. Oui, c'est pour toi. On est tombé dessus. Oui. Et sans prêt, jamais de prêt. Tu prends cash. Waouh.
Pour ceux qui sont en train de nous regarder maintenant, déjà, le conseil que nous sommes Christelle est en train de donner, c'est très important. S'il vous plaît, prenez la peine de payer vos autocash. Évitez le maximum de prêts de consommation. Et le bon prêt, comme elle a dit tantôt, c'est le prêt hypothécaire. Ou il y a d'autres prêts. Peut-être, il faut pas que je veux pas que ce soit pris comme des conseils financiers, mais il y a quand même certains autres prêts qui peuvent être intéressants, comme des prêts investissement. Vraiment un prêt que vous prenez pour investir, un prêt dont les revenus de placement vont vous apporter beaucoup plus que les taux d'intérêt que vous payez. Il y a quelques autres petits prêts comme ça, ou un prêt que vous prenez peut-être pour une entreprise, mais vraiment des prêts de consommation. Il faut éviter. Ne vaut pas la peine, éviter. Wow. Donc, les amis, j'espère que vous êtes en train de bien suivre la vidéo. Déjà, abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour nous encourager et partagez la vidéo également autour de vous. OK? Parce que nous sommes en train de partager des pépites. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez simplement vos joies dans les commentaires. Ça peut être des emojis. Allez-y, faites-vous plaisir. OK. Christian, on va continuer. Lorsqu'on parle de l'épargne, est-ce que tu as des stratégies d'épargne? Le petit cochon rose. Est-ce que tu as des stratégies? Parce que on dit, pour investir en immobilier, il faut épargner. OK? C'est vrai, on a parlé des projets, il faut avoir un projet, mais c'est vrai, on a mis l'argent de côté. Comment on fait pour se sacrifier, comme vous dites? Quelle est cette stratégie-là qu'on met sur pied pour l'épargne? Oh wow, les stratégies d'épargne, il y en a tellement et ça commence justement par essayer de se libérer des dettes parce que parfois on veut même épargner mais tellement les dettes sont là et c'est comme une boule de neige, hein, tu sais, intérêt sur intérêt composé, après ça finit par ne plus finir. Wow. Donc, se débarrasser déjà des mauvaises dettes, changer ses habitudes de consommation. Okay. Tu sais, quand moi par exemple, je t'ai dit que justement lors de mon dernier congé de maternité, c'est là où j'ai fait le switch complet vers l'entrepreneuriat. Et justement, le fait d'être en congé de maternité, en étant payé, même si c'était partiellement, m'a permis de déjà envoyer l'enfant quand même suffisamment tôt à la garderie et me consacrer à fond dans mon projet d'entrepreneuriat. À cette période-là, par exemple, j'étais à fond dans l'épargne parce que je savais la période qui s'en venait. Je savais que quand mon congé de maternité allait terminer et j'allais tomber à temps plein sans revenu parce que j'avais déjà dit à mon employeur, je ne retourne pas. J'imagine. Je ne reviens pas. Exactement. J'allais tomber à fond. Je savais qu'il fallait que j'ai un coussin de sécurité. Et il a fallu que je change quand même les habitudes et que je commence à suivre de près ce dans quoi je mettais mon argent, c'est-à-dire faire un budget. Et c'est quelque chose que les gens n'aiment pas faire. Les budgets. Les budgets. Et tu sais ce qu'ils vont souvent dire? Non. Ils vont me dire, parce que je t'ai dit dans le coaching financier et tout, ils m'ont dit, est-ce que tu penses vraiment que les milliardaires là, les millionnaires, ils font le budget? Ah, c'est ce qu'il disait. Quand il n'était pas encore millionnaire, crois-moi qu'il faisait son budget pour se rendre là-bas. Peut-être aujourd'hui, il ne le fait pas. Oui, mais avant. Et c'est pas qu'il ne le fait pas. Ils ont des comptables, ils ont des planificateurs financiers qui payent à temps plein pour faire toutes ces choses. Ils vont plus se taper un budget. Exactement. Mais le planificateur ou le comptable ou je ne sais pas quel spécialiste est capable de leur dire, monsieur, vous avez dépensé tel pourcentage de votre revenu dans les dépenses, dans les voyages, dans la nourriture. Ils ont les gens, les analystes pour leur dire ça. Mais toi, là, qui n'as pas ces comptables que tu peux payer, tu n'as pas analyste, tu n'as pas planificateur financier, tu fais pas ton budget, qui va le faire en fait? Comment tu sauras dans quoi tu dépenses? Qui va te dire, oh, là, tu reçois $2000 net, mais tu mets $800 dans la nourriture, alors que tous les jours, tu es en train de jeter les restes de repas. On se connaît tous les femmes. Tous les jours, tu jettes les restes de repas. Tu pleures tous les jours que, oh, la nourriture coûte cher, les prix ont monté. Mais entre-temps, on jette la nourriture. Et tu ne sais pas combien, en fait, tu dépenses dans la nourriture. Et ça peut être pour les voyages, ça peut être pour les sacs à main, les plaisirs qu'on se fait. Tu ne sais pas où va ton argent. Comment est-ce que tu es capable de canaliser cet argent-là pour dire, bon, dirige-toi vers la chose. C'est toi qui commandes ton argent. Tu es capable de dire, mon argent, dirige-toi dans le compte épargne. Chaque mois, tu vas te diriger dans le compte épargne. Et ça m'amène à un point où, à cette question-là on dit épargner en premier, se payer en premier. En fait, c'est juste quand ton argent arrive, tu mets d'abord une partie dans ton compte épargne. Avant même de réfléchir, oh, mes dépenses là, c'est comment, je vais faire comment et tout ça. C'est le contraire que les autres font. Ils payent d'abord toutes leurs charges. Souvent, les gens vont payer leurs charges. Et parfois, les gens vont dire, mais si je suis endetté,
comment je vais faire pour payer mes charges, rembourser mes cartes de crédit? Et tu me dis quand même d'épargner. Moi, ma philosophie, c'est que tu dois épargner. Même si c'est juste $5 par mois, tu dois épargner. Même si tu dois rembourser des cartes de $100, de $500 par mois, tu dois épargner. Même si c'est $5, épargne. Parce que ça, cette puissance-là de faire en sorte que, on dirait que c'est comme si tu dis au lendemain que je veux faire quelque chose, j'ai un projet, j'ai un projet de vie. Je ne suis pas juste là à errer, ne pas trop savoir est-ce que demain je serai encore ici ou pas. Et la nature voit tes efforts. Et la nature voit tes efforts. Et après, tu vas voir plein de choses vont se mettre en place. En place, exactement. C'est ça, le budget, il faut faire le budget, il faut épargner en premier et le reste là, c'est juste une question de gestion que je peux résumer à pas mal de sacrifices. Ouais, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier en sachant que c'est temporaire. Il faut juste que les gens n'oublie pas ce volet temporaire. C'est temporaire. Dans un an, vous n'aurez plus à vous sacrifier. Moi, il y a des choses avant que je ne pouvais pas me permettre d'acheter. Et maintenant, là. Tu achètes, hein? Comme quoi, dis-nous. J'achète. Comme quoi, dis-nous. Ah, on aime le diapap. Non, bon, je vais prendre un exemple simple sur la nourriture. Je vais te dire. Ok. Tu vois, moi, avec mon fils, on aime manger des sushis. Mais toi, tu connais combien coûtent des sushis? À l'époque, tu ne pouvais pas te permettre de payer les sushis. Ma chère, j'ai fait des sushis maison. Maintenant, si on veut manger des sushis, on va manger des sushis. Pareil pour les restaurants. Tu vois, avant, je n'allais pratiquement pas au restaurant. Maintenant, oui, on a notre budget de restaurant, on a notre budget voyage. Voilà. On doit voyager au moins 2 fois par an. Ça peut être au Canada, ça peut être à l'extérieur du Canada, mais on doit voyager au moins 2 fois par an. Alors qu'avant, bon, il n'y avait même pas de budget voyage. Non, c'est ça, comme tu dis tantôt, il y a un temps de sacrifice, il y a un temps où on se fait plaisir. Et c'est vraiment agréable. Donc, on vous dit que sacrifiez-vous pour un moment et par la suite, vous allez vivre la vie de vos rêves. Ou bien. Exact. Sacrifiez-vous, mettez l'effort aussi. C'est pas juste rester comme ça, c'est sacrifier, mais il faut que les dépenses baissent, mais que les revenus augmentent aussi. C'est exactement. Et ne négligez pas de sources de revenus. Tu sais que moi, j'ai cousu les masques pendant le Covid. Ah bon? Tu as vendu les masques? J'ai vendu les masques. Les gens me regardent, ils disent, tu as trop l'argent. Tu as trop l'argent. Non, mais c'est bien. Je fais de la couture, je customisais les t-shirts. Oui. Il y en a que j'offrais, il y en a que je vendais. J'ai fait beaucoup de petites choses manuelles. Regarde, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter l'épargne. J'ai une amie qui sait bien faire des gâteaux. Elle fait des gâteaux. Et on peut penser que c'est pas beaucoup, mais c'est le petit plus petit plus petit là qui donne quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Si vous savez faire les tresses, faites la coiffure. Peu importe ce que vous savez faire de vos mains. Si vous savez acheter quelque chose à bas prix pour revendre plus cher, revendez. Venez à Anastasie, va vous former. Exactement, vraiment, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant. Et comme tu as parlé des sources de revenus, lorsqu'on a épargné, on a gardé des petits peu là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il faut avoir un bon conseiller financier. Qui saura où mettre notre argent. Parce que, dépendamment des projets, il y a des véhicules qui existent pour ça. Il y a des CELI, des REER, des CELIA. Il y a des comptes non enregistrés. Il y a beaucoup de choses. Et il y a la bourse, il y a l'immobilier. Il y a beaucoup de véhicules pour faire multiplier son argent. Maintenant, ça va dépendre de notre profil risque-rendement. Parce que, une chose aussi que les gens doivent savoir en termes d'investissement, c'est que le risque va avec le rendement. Quelqu'un qui vous promet un gros rendement en disant que c'est risque zéro là, fuyez. Prenez vos jambes au cou et fuyez. Plus, il y aura on a rencontré beaucoup de marketing des réseaux, vous connaissez les noms, qui ont donné des gros rendements et par la suite ils ont fermé. Exactement. Qui ferment après les pyramides de Ponzi, des choses comme Ponzi, ça. Exactement. Oh là là, c'est à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui nous promet gros et pour peu de risques, on fuit. En fait, c'est pas pour dire que le travail doit toujours être dur. Il y a quand même des choses, il y a des stratégies qui permettent d'aller chercher rapidement de l'argent. Comme quoi? C'est ce que nous on veut savoir, hein. Il y en a. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que je pourrais bien citer? Oui. Mais pour de vrai. Où on ne travaille pas très fort, mais qu'on gagne quand même gros. C'est vrai, Napoléon, il a dit, réfléchissez et devenez riche. Ouais. Il y a les business de l'intermédiation. Qui permettent parfois de se faire de l'argent. Sans trop souffrir, c'est vrai. Ce que moi je dis souvent, c'est de faire l'inventaire de vos ressources. Tu as quoi sous la main? Et parfois, les gens ont des relations. Il a beaucoup de relations. Il peut faire de l'intermédiation. Il peut te trouver des fournis, des
les contacts de fournisseurs en Chine. Oui, Tu l'as en Chine et que tu juste le contact, tu as vendu, tu as de l'argent. Tu as l'argent. Ouais, c'est vrai. Après, tu t'assures qu'il est fiable. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de choses. Et souvent, des business, des services sont ceux-là où c'est vrai qu'on ne peut pas aller très global parce qu'un service, surtout si c'est un service qui est basé sur ton temps, tu es limité par ton temps. Exactement. Mais parfois, ce sont des business qui ont des forts taux de rendement, de rentabilité. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de charges. Je confirme. Il y a vraiment pas beaucoup de charges. Par contre, c'est limité à ton temps ou au temps de l'équipe ou des gens que tu vas former. Alors que le business des produits, hein, tu vas NK-Skin là, c'est tout le monde, c'est partout. Et puis, tu vas avoir autant de revendeurs que oui, tu veux. les ambassadeurs. Et c'est vrai. On t'aide à vendre. Multimillionnaire, multimillionnaire. C'est ça. Donc, c'est vrai que à ce niveau, par rapport à ce que tu dis, c'est peut-être tu crées une marque et il y a des autres qui peuvent t'aider. Sauf que une marque, pour qu'elle décolle, ça demande du temps. Par contre, le service, là, tu peux avoir des gros clients qui vont te payer $5,000, $10,000. Tu es riche à l'instant là, mais il faut penser comme à développer. Long terme. Oui, exactement. Quand c'est trop basé sur ta personne, ça peut être difficilement scalable. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'espère que ceux qui nous écoutent ont compris, s'ils sont dans le service, qu'ils pensent à avoir une activité qui peut être facilement scalable. Exactement. Ou de vendre des produits digitaux et non pas des coachings. Oui, des coachings, c'est toujours bien là, mais c'est bien, mais il faut penser à... Pour un temps, tu vas te fatiguer. Ouais, c'est ça. Donc, gagne de l'argent, investis en immobilier. En immobilier, venez investir dans l'immobilier, surtout au Canada, où vous pouvez avoir l'effet de levier, acheter avec aussi peu que 5%, 10%, même 20%. C'est accessible encore. Oui, il faut parfois avoir un emploi. Je dis même parfois parce que dans le commercial, tu n'as pas besoin d'avoir un emploi. J'ai le portefeuille d'un monsieur que je refinance. Il a énormément d'immeubles et on est en train de refinancer 4 de ces immeubles. Il a 0 emploi là. C'est un investisseur à temps plein. Ah, il est chez lui, juste ça qu'il fait. Oui, il fait ça. Et quand on refinance, il n'a pas... Est-ce que au départ, la condition c'était qu'il fallait être en emploi? Non, c'est du commercial. C'est vraiment des bâtisses commerciales. Donc, je pense pas qu'il ait déjà eu à avoir un emploi pour les acheter. Mais là, dans le refinancement, il n'a pas besoin d'un emploi. Donc, il y a la possibilité d'investir dans l'immobilier au Canada. Vraiment beaucoup. Ce que j'ai dit, c'est que vous-même déjà, donc informez-vous, pas formez-vous, informez-vous. L'information, c'est dehors, c'est versé. Il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que souvent on me dit, Christelle, j'ai lu là-bas qu'on peut acheter avec 0% de mise de fonds. Ouais, j'ai aussi suivi ça, hein. C'est vrai, mais sous certaines conditions. Quelles sont ces conditions, Christelle? Je te donne un petit exemple. Après, on va entrer dans trop de choses. Oui. Ce matin encore, je te dis, je suis tout le temps dans des hypothèses. J'ai toujours plein d'exemples à sortir. Ce matin encore, j'ai discuté avec une personne que j'ai aidé à financer. On a financé la deuxième maison grâce à la première. Donc, on a utilisé la collatérale, l'équité qui existait sur la première maison pour acheter la deuxième sans mise de fonds. Zéro. Il y a 1 an. Donc, on se parlait justement pour revoir. C'est le refinancement qui a fait... Même pas le refinancement. Il n'a même pas refinancé la collatérale. On appelle ça une garantie collatérale. On appelle ça une garantie collatérale. Donc, on a utilisé la garantie collatérale pour financer la deuxième maison et il a mis 0. J'ai à 0. Et la garantie collatérale, c'est quoi exactement? Ah, c'est une maison. Il avait déjà une première maison. Et on prend la première maison en garantie, si tu veux. En garantie. En garantie pour acheter la deuxième. Donc, tu vois que si tu as déjà une première maison, ou même si tu as un ami ou un oncle qui t'aime beaucoup et qui est prêt à mettre sa maison en garantie pour toi, qui t'aime beaucoup là, tu peux acheter sans mise de fonds. Ou si tu avais déjà des investissements, si tu avais une maison, tu peux acheter une deuxième sans nécessairement mettre de mise de fonds. C'est ça la stratégie. Une des stratégies pour avoir une mise de fonds à $0. Oui, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent. Et toutes les banques acceptent la garantie? Non. Voilà. Avec un courtier hypothécaire. Mais moi, j'ai les questions, hein. Je vais certainement pas vous donner les informations ici. Venez contacter-moi, on va te contacter, ça, je vais te dire après. Elle va me dire, je vais venir vous dire, ne vous inquiétez pas. Donc, dis un tout petit peu, Christelle. Vraiment, un tout petit peu. Ce que nous sommes en train de demander là. Non. Je vais pas vous donner dire qu'il y en a pas beaucoup qui font ça. Non, il y a pas toutes les banques ne donnent pas les garanties. Peu de banques. C'est vrai qu'on va pas citer le nom des banques ici. Ne permettent pas de faire ça. C'est ça. Très peu de banques.
Ok. Très, très peu. D'accord. Mais après, il y a tellement d'autres stratégies pour pouvoir... Juste le refinancement, justement, ça fait partie d'une stratégie qu'on peut dire sans mise de fonds, mais en fait, c'est ton argent que tu mets. C'est ton argent que tu mets, c'est toujours... Ouais, là, je comprends. C'est toujours ton argent, ouais, c'est ça. Juste que tu n'as pas sorti de tes poches à l'instant T, mais c'est toujours ton argent qu'on pouvait te reverser. Exactement. En fait, on te reverse même cet argent. Tu fais le refinancement, on te reverse. Et il y a aussi la possibilité d'acheter en utilisant les marges de crédit hypothécaires. Hein. Il y a les marges de crédit hypothécaires qui sont reliées à la maison. On utilise ça comme mise de fonds. Mais tu vois, il faut toujours avoir quelque chose. Parce que quand on dit sans mise de fonds, c'est comme si l'argent tombe du ciel. $0. L'argent ne tombe pas du ciel. Là. Il faut avoir quelque chose pour pouvoir le faire. Après, bien sûr, dans le commercial, on rencontre parfois des situations où tu peux vraiment acheter sans mise de fonds. Dans le commercial? Oui. Ok. Tu peux vraiment acheter sans mise de fonds. Zéro. Et on compte sur quoi? Il faut avoir une situation. Exemple, si tu vas acheter un commerce et que tu vas habiter, et que ton entreprise va occuper les locaux, dépendamment de ce que tu veux faire, la solidité de ton entreprise, tu pourras avoir du financement à 0%. 0%. Mais parce que la banque connaît les capacités de production aussi de ton entreprise. Exactement. Ton entreprise a les antécédents. Exactement. Exactement. Mais moi, je comprends un peu le domaine. Tu seras spécialiste après. Ok, c'est vraiment, ce que tu viens de dire est très pertinent et je suis comme, waouh. C'est vraiment apprécié. Tout à l'heure, tu as parlé des banques qui n'acceptent pas les garanties. C'est vrai qu'on va pas citer le nom de banque ici. Mais si une personne veut vraiment, c'est-à-dire une personne est arrivée au Canada, quel est le chemin pour lui pour avoir une maison? Une maison. C'est bon ça. C'est bon parce que j'ai beaucoup de personnes, de nouveaux arrivants, des immigrants. La plupart de mes clients, ce sont d'ailleurs des personnes immigrantes comme toi, comme moi. Oui. Et quand on arrive ici au Canada, je vous dirais la première chose qu'il faut faire, ça revient toujours à s'informer. Je sais que je suis un peu fatigante avec ça, mais pardon, prenez les bonnes informations. J'ai un webinaire que je donne, par exemple. Je donne régulièrement des webinaires. Et il y en a qui sont préenregistrés. Et j'ai toujours un webinaire à gauche, à droite, toujours préenregistré. Quand je vois que la personne ne connaît pas trop comment ça fonctionne, je balance ça. Un webinaire de 2 heures. Même s'il trouve que c'est long, il va écouter, faire la pause, réécouter. Et c'est vraiment s'informer. Parce qu'il y a 4 principales choses quatre principaux facteurs qui vont influencer votre capacité d'emprunt lorsque vous serez dans un projet immobilier pour les nouveaux arrivants là, pour tout le monde d'ailleurs. Nouveaux arrivants, trouver un bon revenu, un bon emploi plutôt, un emploi stable avec un revenu stable. Je ne dis pas nécessairement idéalement permanent, ou si vous êtes dans la fonction publique, pas besoin que ce soit permanent, mais l'idéal c'est que ce soit permanent et temps plein. Temps plein. Si c'est pas temps plein, ils vont demander que vous ayez fait au moins 2 ans dans l'emploi, ou que vous ayez un minimum d'heures. Si tu as temps partiel, il faut minimum 2 ans. Si tu as temps plein, c'est combien de temps? Aussitôt que tu finis ta probation. La probation, c'est combien de temps? Ça dépend de ton employeur. Ça peut être 3 mois, ça peut être qu'il n'y a même pas de probation. C'est ça qu'on appelle l'essai. Oui, la période d'essai, voilà. Mais en général, pour les nouveaux arrivants, là, comptez au moins 3 mois minimum. Après autres arrivés, je veux dire, pour aspirer obtenir un prêt. Certaines banques vont dire 6 mois, d'autres banques vont dire 1 an. Ah, donc chaque banque a son temps. C'est pas toutes les banques, c'est 3 mois. D'où la pertinence de notre emploi, parce que comme courtier hypothécaire, on est capable de vous diriger selon votre profil à telle ou à telle autre institution financière. Ok. Voilà, toutes les banques. Puisque vous avez une liste de banques, vous connaissez les caractéristiques de chaque banque. Ok. Exactement. Toutes les banques ne se ressemblent pas. On est désolé de ne pas vous donner les types de banques déjà parce qu'on n'est pas ici pour faire la publicité. Donc, désolé à ce niveau. Vous ne pouvez que nous contacter pour ça. Et en plus, je veux dire, c'est en ça que consiste le travail d'un courtier hypothécaire. C'est vraiment pouvoir vous guider un peu à travers tout ça. Et bien sûr, vous pourriez aller toquer à votre banque et obtenir votre financement. Je ne dis pas que c'est pas possible. Mais déjà, venez, on travaille ensemble. Vous encouragez la communauté. Vous encouragez la communauté. Exactement. Vous m'encouragez, comme ça, moi aussi, je vais pouvoir vous encourager dans vos business. Exactement. Et aussi, vous allez avoir une expertise peut-être un peu plus poussée, surtout par rapport à votre projet. Et on connaît aussi nos réalités. Je connais beaucoup la réalité des immigrants. Oh là là, je te dis, j'ai des dossiers que je suis certaine que s'il avait amené ça à la banque, il n'aurait jamais eu son financement.
J'ai au moins Donc, vous 25. préparez son approbation à l'avance avant d'aller à la banque. Oui, oui. J'ai au moins 25% de ma clientèle que je sais pertinemment que s'ils étaient allés dans la banque, ils n'auraient jamais eu le financement. Pourquoi? Parce que le cas est très, très particulier. Juste un petit... Quand tu parles de cas particuliers, donne-nous un problème qui peut faire ce que même s'ils vont à la banque, ils n'auront pas d'argent. Nouveaux arrivants. Plusieurs personnes, plusieurs nouveaux arrivants sont venus me voir pour dire, oh, ma banque a dit que j'attends 1 an. C'est pas vrai. Après 6 mois même déjà, tu peux acheter. OK. Plusieurs banques. Et la banque, j'ai une autre personne, lui, ça faisait 6 mois, non, ça faisait même 5 mois. Ça faisait un peu moins de 6 mois qu'il était là. Et qu'il est entré au Canada. Qu'il est entré au Canada. Et dès qu'il est entré, il a trouvé un bon emploi dans l'informatique. C'est les informaticiens. Ouais, on les paye. Les informaticiens, vous avez trop d'argent ici au Canada. Ils n'ont pas de problème à vous n'avez aucun. Ils sont très riches. Ah oui, amen. Merci pour vous les informaticiens. Donc, c'est ça, emploi correct, mise de fonds correct. En passant, on pense souvent que les nouveaux arrivants, ils n'ont pas l'argent, mais ils ont l'argent. Ils viennent d'arriver, mais ils ont les sous. Mais ils ont les sous. C'est qu'en fait, au pays, ils étaient chargés. Ah, et ouais. blindés. Non, ils viennent avec les sous. Mais il y a pas tout le monde, mais il y en a une bonne partie. Et donc, lui, la seule chose qui manquait pour vraiment solidifier son dossier, c'était la cote de crédit. Et on va en parler, il faut qu'on parle de la cote de crédit. Oui. Et donc, il n'avait pas encore bâti sa cote de crédit. Et pour bâtir sa cote de crédit, en fait, c'est même 2 ans. Pour bâtir une vraie cote de crédit. C'est sur 2 ans. Voilà. Et quand tu viens d'arriver et que tu n'as pas encore bâti ta cote de crédit, il y a ce qu'on appelle le crédit alternatif. OK. Donc, en termes de crédit alternatif, tu peux avoir, mettons, tu peux payer deux factures ou tu peux avoir deux services publics. Et si tu l'as payé depuis au moins 1 an, ça fonctionne. Chez certaines banques, ils peuvent te faire une exception pour 6 mois. Il faut savoir comment présenter le dossier. Exactement. Ils te font une exception pour 6 mois. Et donc, lui, ça faisait 5 mois qu'il était là. Donc, même malgré l'exception, ça fonctionnait pas. Fait qu'il devine quoi? Il a fallu qu'on présente les paiements de factures de services publics en Afrique. Ah, ils acceptent aussi? Ils ont accepté. Ils ont accepté. Exceptionnellement, ils ont accepté. On a combiné à ceux d'ici et on a pu présenter le dossier. Mais ça là, c'est une information que, oui, non, on pouvait pas. La banque aurait dit, mon cher, attends. Ou alors, mais tu parles même de quel service public? Tu allais sortir des factures de... Attends, est-ce que c'est parce que tu étais avec eux ou c'est parce que tu as juste donné l'information? Pourquoi il était privilégié? Parce que c'est moi qui ai soumis le dossier à la banque. Moi, je soumets les dossiers à la banque. OK. Donc, on a accepté pourquoi? Parce que tu étais derrière ou c'est parce que j'ai défendu le dossier. Ah, OK. Donc, vous êtes aussi comme des avocats. Ma chère. Le nombre de fois où je me suis battue avec les banques, juste les 2 derniers mois, j'ai 2 dossiers que la banque... Je savais pas qu'on négociait, hein. Sérieux? OK. Donc, ça c'est négocié. Et là, on parle pas de négociation de taux. On parle de négociation, on parle de défendre le dossier. Il faut pouvoir défendre le dossier. Les 2 derniers mois, j'ai 2 dossiers qui ont été refusés par des banques. OK. J'ai défendu les dossiers. Finalement, ils ont accepté. Accepté. Les mêmes banques, les mêmes dossiers qu'ils avaient refusés. Ils ont accepté. Et il y a un des 2 dossiers, le client était lui-même allé à la banque. La même banque, please. Oui, on a dit non. La banque avait dit non. Il est venu me voir avec le dossier. Waouh. On a défendu. Ils ont encore dit non. Il a dit que vous avez menti. Oui, ça doit passer, ça doit passer. Ça doit passer parce que déjà la première fois, la situation avait un peu changé. Le dossier était plus défendable. Et là, ils disent encore non. J'ai dit, on est reparti, on a négocié, on a défendu. Le chef de section m'a appelé un soir à 19h. On a bavardé. Il dit que ma chère, ton dossier ne passe pas. Il dit que mon dossier passe. Et c'est passé. Il dit que mon dossier passe. C'est vrai qu'on va pas entrer dans les détails parce que c'est privé. Bien sûr. Sinon, on devait aller savoir. Pourquoi le dossier, pourquoi tu dis que ça doit passer? J'explique. Il dit que, ok, je comprends. Mais il manque si, ça. Bref, finalement, on avait un terrain d'entente. Il dit, ok, ressoumets-moi le dossier avec ça. S'il y a une seule chose qui manque, je vais te refuser ça. Et tu ne pourras plus venir. Vers moi. Exactement. Wow. Donc, on a resoumis la 2e fois. C'était impeccable. Et ils ont dit, comme ce qu'ils voulaient. Ok, c'est bon. Waouh. C'est vraiment agréable à écouter. Mais ça, c'est le genre d'histoire que j'aime. En fait, ça fait partie des choses que j'aime dans mon métier. Soumettre un dossier. C'est comme une avocate, là. C'est ça. Les dossiers simples, c'est bien aussi. J'aime beaucoup les dossiers simples. Parce qu'emmenez-moi avec les dossiers simples. Beaucoup de gens de notre communauté, ils me viennent souvent avec des dossiers. C'est toujours compliqué parce qu'on trouve que moi, ils ne peuvent rien faire. Non, mais venez d'abord avant même, n'allez pas voir les banques, venez simplement.
Donc, ça, c'est challengeant et ça fait partie des petits plaisirs qu'on se donne quand on arrive à sortir un dossier comme ça qui était compliqué, perdu d'avance, mais finalement... Qu'on a pu relever. Oui, c'est ça. Donc, on était au niveau de le chemin que une nouvelle personne veut les aller. Revenus. Oui. Donc, il doit avoir les revenus. La mise on de continue. fonds. Ça, on s'est entendu que souvent ils viennent avec de bonnes mises de fonds. Oui. Et idéalement, gardez la mise de fonds pendant 3 mois dans vos comptes bancaires. Okay. Dans quel compte? Chèque ou épargne? Peu importe. OK. Le compte approprié que votre conseiller va vous recommander, ça peut être CELI App. Maximiser le CELI App. Mais c'est un compte qui combine le CELI et le REER et c'est puissant, c'est intéressant. Si on met dans un compte d'épargne? Un compte épargne, le CELI App, c'est un compte épargne, en fait. Ah, OK. Compte épargne. Le nom même, c'est CEE. OK. Compte d'épargne. C'est un compte épargne, en fait. Donc, CELI App, REER, CELI, maximiser tout ça avant d'aller garder votre argent dans le compte bancaire qui ne génère rien. Donc, mise de fonds, évitez de jouer avec votre mise de fonds. Qu'est-ce que j'entends par jouer?